Donc rebonjour à tous, parce que je pense avoir salué tout le monde. Merci de votre présence pour cet événement, comme j'ai indiqué dans le message, un événement considérable, puisque c'est la première fois que nous avons une permanence en Creuse. Et je voudrais donc saluer les propriétaires du local. Il faut savoir qu'ils ont acheté ce bâtiment spécialement en vue de le louer au Front National, parce que c'est pas évident de trouver un local à Guéret. Là, on n'est pas dans un territoire qui est ami du Front National. Je pense qu'il y aurait pas mal de blocages. Il fallait trouver un local bien situé géographiquement, disponible au niveau de l'accessibilité pour le handicap, qui soit quand même dans Guéret, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt à avoir une permanence dans une petite ville. Il fallait que ça soit dans la ville-préfecture. Donc je remercie Rosie et Roland. Voilà, on peut tous les remercier d'avoir acheté ce bâtiment. Alors j'ai le grand plaisir d'accueillir notre secrétaire général, Nicolas Bay, qui est également député européen et conseiller régional de Normandie. C'est pas la première fois, vous pouvez l'applaudir, c'est pas la première fois que Nicolas vient en Creuse, puisque bon, quand j'ai pris mes fonctions de secrétaire départemental en 2011, j'ai été amené à faire une galette des rois en janvier 2012, et mon premier invité d'honneur, ça a été Nicolas Bay. Et c'était chez Jean-Marie Berthe, notre trésorier au Puybreau. Il y avait un peu moins de monde, c'était un peu plus... c'était en plein hiver, il y avait de la neige. Confidentiel. C'était, voilà. Bon, alors on a parcouru pas mal de chemin depuis 5 ans. Voilà, donc je salue aussi des amis qui sont venus de l'Indre. Voilà, nous participer à cet événement, quelques-uns de l'Allier. Et notre conseiller régional, Jean-Paul Berroyer, conseiller régional de la nouvelle région qu'on appelait Limousin, Aquitaine, Poitou-Charentes, qu'ils ont décidé d'appeler Nouvelle-Aquitaine. C'est bien ça? C'est ça. Mais moi je persiste à dire qu'il y a le Limousin et Poitou-Charentes. Je crois que l'Aquitaine, on a notre identité. Donc voilà, mon ami Vincent Gérard devait venir, également conseiller régional, mais il a eu des ennuis de santé, malheureusement, voilà, il n'a pas pu être des nôtres. Il est des nôtres en pensée, parce que je sais qu'il pense à nous, puisqu'il aurait bien aimé être ici. Je tiens à saluer notre ancien secrétaire départemental, Charles Crumols. Voilà, il était... Et notre doyen des adhérents de la Creuse, René. Tu veux te lever, René? Il est pas né sous la présidence de Mitterrand, il est sous la présidence de Millerand. Troisième République, c'était, voilà. En gros, tu avais 20 ans en 44. C'est ça. Voilà, bon, bah, j'espère que j'ai oublié personne. Bien sûr, donc notre propriétaire, le propriétaire du local, Rosier, également mon adjointe, la secrétaire départementale adjointe du Front National. On est en train de, et Nicolas, responsable de ce qu'on appelle la propagande électorale, l'affichage, le tractage. On est en train de mettre en place toutes ces structures, hein, c'est pas encore au point. Il faudra des responsables cantonaux, ce qui nous manque le plus. Il y a 15 cantons en Creuse, il n'y a qu'une circonscription, mais il y a 15 cantons. Donc ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un responsable de canton qui coordonne un petit peu les actions militantes sur chaque canton. Ça va se faire. Maintenant, on a un lieu de réunion, un lieu d'accueil qui aura des horaires d'ouverture. Et vivons je pense que l'impact médiatique, on aura un article demain dans la montagne. Nicolas est passé ce matin sur France Bleu Creuse. Bon, malheureusement, France 3 ne s'est pas déplacé. Mais bon, voilà, moi, nos interventions sont filmées. Elles seront diffusées sur ma chaîne YouTube et tout le monde pourra y accéder. Voilà. Donc je te passe la parole, Nicolas. Je te remercie une nouvelle fois de ta présence. Merci beaucoup, Martial. Merci, chers amis, de votre accueil ce soir à Guéret. Je suis très heureux d'être parmi vous pour un moment qui est important dans la vie de votre fédération et dans la vie du mouvement, puisque l'inauguration de ce nouveau local en plein centre de Guéret, eh bien, c'est l'occasion de montrer de façon très concrète, très tangible, le développement du Front National, un Front National qui est désormais chez lui partout et pour lequel il n'y a plus, comme autrefois peut-être, des terres de mission, des secteurs qui paraissent totalement imperméables à nos idées, où les électeurs semblaient indifférents au message que nous portons. C'est cette époque que certains ont connue, et j'en profite pour saluer
les plus anciens, les plus chevronnés d'entre nous, qui ont connu les batailles d'il y a quelques années, quelques dizaines d'années, où c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Eh bien, ces temps où le Front National était encore à un niveau modeste ou parfois même marginal sont définitivement derrière nous. Aujourd'hui, le Front National, ici en Creuse comme partout ailleurs, eh bien, il a le vent en poupe, il est en plein développement, en pleine croissance. Et les résultats des dernières élections régionales, par exemple, en sont la démonstration éclatante, puisque ici en Creuse, la liste conduite par Jacques Colombier au niveau régional et par Martial au niveau départemental a rassemblé près de 23% des voix. C'est dire que le chemin parcouru a été considérable. Et mes chers amis, ce que je voudrais vous dire en préambule, c'est que si ce chemin a été parcouru, c'est grâce à vous. C'est grâce à votre engagement militant. C'est grâce à la somme de sacrifices individuels auxquels vous avez consenti si le Front National aujourd'hui est désormais une force politique incontournable ici dans le département de la Creuse. Bien sûr, il y a une dynamique nationale, bien sûr, il y a la présidente du Front National qui joue un rôle déterminant dans l'attractivité qui est celle du mouvement aujourd'hui. Mais sans le travail de terrain, sans le travail militant, sans la présence que vous organisez ici méthodiquement sur l'ensemble de la Creuse, eh bien, ces résultats électoraux ne seraient pas aussi spectaculaires. Et je tiens, au nom de la direction du mouvement, à vous en remercier parce que je sais qu'au cours des dernières élections, municipales en 2014, puis départementales il y a un peu plus d'1 an, puis les régionales il y a quelques mois, eh bien, vous avez mobilisé vos équipes, consacré un temps considérable à l'action sur le terrain, vos nuits passées à coller des affiches, vos matinées à distribuer des tracts, eh bien, c'est autant de sacrifices qui ne sont pas vains, qui ne sont pas inutiles et qui font que le Front National aujourd'hui, eh bien, est devenu une force politique très importante ici en Creuse. Voilà, donc merci de votre engagement, merci de votre militantisme. Vous savez, certains qu'on entend parfois à la télévision nous expliquent qu'aujourd'hui la politique ça se passe dans les médias ou sur Internet, et en fait c'est à la fois vrai et faux. C'est sans doute un peu vrai. Mais celui qui a été convaincu un soir en écoutant un dirigeant du Front National ou Marine Le Pen à la télévision, eh bien si le lendemain il n'entend plus parler du Front National, eh bien peut-être que convaincu le temps d'une soirée, il oubliera d'aller voter la fois suivante, il finira par se désintéresser un peu de la politique parce que la vie reprend ses droits, les préoccupations du quotidien, boucler ses fins de mois, et souvent ça éloigne évidemment aussi nos compatriotes de notre combat politique. Et puis si au contraire, après avoir été convaincu un soir à la télévision, en partant de travailler le matin, il voit des affiches du Front National sur les murs, le samedi suivant, il voit des militants sur le marché en train de distribuer des tracts. Le soir, en rentrant chez lui, il voit dans le bulletin municipal la tribune des élus municipaux Guérève-le-Marine. Eh bien, à ce moment-là, il va être conforté dans son choix. Il va être conforté, il va se rendre compte que dans son environnement immédiat, dans sa commune, dans son canton, dans son département, eh bien, il y a des hommes et des femmes, des patriotes qui partagent ses idées, sont engagés derrière Marine Le Pen, et celui-là, eh bien, peut-être que demain, il va pousser la porte de la permanence ici, et il va rejoindre l'armée des militants que vous êtes, l'armée des adhérents du Front National, dont la mission est une mission exaltante finalement, puisqu'elle consiste à montrer la voie au peuple de France, qui aujourd'hui est écœuré, déçu par la classe politique, par la droite comme par la gauche, et de plus en plus enclin à se tourner vers nous, et souvent à placer leur espoir, et souvent leur dernier espoir, dans le Front National. Et le Front National qui se développe, qui se structure, qui se professionnalise, qui s'implante, s'organise dans votre département comme partout ailleurs en France, eh bien, c'est aussi la démonstration pour les Français que s'ils se tournent vers le Front National, eh bien, nous le considérons, nous, militants, d'abord comme une exigence. Si ils placent leurs espoirs dans notre mouvement, eh bien, nous ne sommes pas comme les autres, à espérer simplement grappiller progressivement les échelons pour accéder au pouvoir et ensuite bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Notre mission fondamentale, c'est de défendre le peuple de France, le rétablir dans ses droits fondamentaux. Et si ils sont enclins aujourd'hui à se tourner vers nous, à voter pour le Front National, toujours davantage, scrutin après scrutin, eh bien, nous préparons à exercer les responsabilités pour ne surtout pas les décevoir. Parce que nous savons que le jour où ils nous confieront des responsabilités, eh bien, à ce moment-là, nous devrons immédiatement faire nos preuves, immédiatement tenir nos engagements, immédiatement être à la hauteur de l'espoir considérable que nous aurons suscité. Eh bien, chers amis, nous sommes à la veille maintenant des grandes batailles électorales de 2017, la présidentielle et les législatives,
et nous sortons de 3 élections locales qui ont marqué de façon déterminante la vie et la croissance du Front National. Les municipales, d'abord, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, la dernière fois que je suis venu en Creuse, Martial le rappelait, c'était chez notre ami à Moutier-d'Ahin, et c'était avant les municipales. Et à cette époque, il y avait très peu d'élus du Front National, quelques dizaines disséminés à travers la France, des régions entières, des départements entiers comme la Creuse, comme le Limousin, où il n'y avait aucun élu du Front National. Et quand je dis ça, c'est évidemment pas pour vous en faire grief, mais simplement pour montrer que pendant longtemps, eh bien, nous sommes apparus comme une force qui parfois obtenait de bons résultats au niveau national, mais n'avait pas l'ancrage local, c'est-à-dire la crédibilité. Eh bien, le défi que nous avons dû relever il y a 2 ans avec les municipales, c'était justement de montrer aux Français que non seulement il y avait Marine Le Pen et un certain nombre de personnalités autour d'elle, mais qu'il y avait aussi un Front National local, des hommes et des femmes qui représentent une alternative à ceux qui ont échoué, qui les ont trahis, qui les ont abandonnés dans la vie politique locale. Et le défi que nous avons relevé ensemble, c'est de constituer des listes partout, y compris ici par exemple à Guéret, où il y avait la liste Guéret-Bleu Marine, conduite par Martial Môme, rassemblait plus d'une vingtaine de colistiers, 33 colistiers. Ici, c'était évidemment un défi exigeant, et des listes comme ça, il en a été constitué un peu partout, à Limoges, il en a été constitué aussi dans d'autres communes de la région, et les résultats, ils ont été là. Les électeurs étaient satisfaits de voir un Front National qui entre dans leur vie quotidienne. Et à l'issue de ces élections municipales, nous avons obtenu 1600 élus municipaux à travers la France, en ayant constitué des listes dans plus de la moitié des communes de plus de 10 000 habitants. Et ça, c'était un véritable tour de force. Et ces 20 000 candidats, 20 500 candidats du Front National qui étaient présents sur nos listes, eh bien c'est vous, militants, cadres, élus ou futurs élus du Front National, qui êtes parvenus à ce résultat absolument spectaculaire qui, il faut bien le dire d'ailleurs, a époustouflé nos adversaires, les a ébranlés, les a inquiétés, puisqu'ils s'étaient habitués à voir le Front National à la présidentielle obtenir des bons résultats, mais voir le Front National s'implanter dans la vie locale, c'est évidemment quelque chose d'un peu effrayant. Et ça fait partie des défis que Marine Le Pen s'était attachée à relever quand elle a pris la présidence du mouvement en 2011. 2 grands défis dont on a beaucoup parlé, vous le savez, la dédiabolisation. Certains ont affirmé d'ailleurs un peu bêtement qu'il s'agissait pour nous de renoncer à nos idées. Pas du tout. Nous sommes restés intacts dans nos idées et dans les valeurs fondamentales auxquelles nous croyons. Simplement, nous ne supportions plus l'insupportable caricature qui était faite de nos idées, de notre mouvement, l'insulte permanente à l'égard de la communauté militante que nous formons. Eh bien, par quelques mises au point, en montrant notre vrai visage, y compris dans la vie politique locale, eh bien, nous avons aujourd'hui apporté la démonstration que le Front National, eh bien, ce sont des hommes et des femmes patriotes, engagés, qui sont exemplaires et qui sont très loin des caricatures colportées par ceux qui, à défaut d'être capables de régler les problèmes du pays, sont assez ingénieux et même assez imaginatifs pour conserver leur petite part du gâteau. Eh bien, ce défi de la dédiabolisation, il était important, mais il y en avait un deuxième, c'était celui de la crédibilité. Et la crédibilité, c'est à la fois le projet, bien sûr, avoir un projet solide, chiffré, argumenté, et c'est ce que nous essayons de faire sur tous les sujets, mais c'est aussi, bien sûr, la crédibilité de notre organisation humaine. Si les Français ont envie de voter Front National, envie de placer le Front National en responsabilité, il faut évidemment qu'ils voient autour de Marine Le Pen, au niveau national, mais aussi au niveau local, des hommes et des femmes qui sont en situation d'exercer les responsabilités, qui ont le sérieux et les compétences pour ça. Et c'était ça le grand défi de ces municipales. 1600 élus municipaux Bleu Marine, qui désormais constituent autant de relais locaux, autant d'élus d'opposition, à une opposition qui est à la fois déterminée, parfois même intransigeante, mais constructive. Et puis, lors de ces municipales, nous avons aussi gagné 10 villes. Et ces 10 villes, elles sont un peu nos vitrines aujourd'hui. Elles sont la démonstration, justement, de notre capacité à gérer, et en l'occurrence, à mieux gérer que nos adversaires. Pendant la campagne des municipales, les UMP, PS et leurs satellites ou leurs alliés nous disaient « mais le Front National, vous n'y connaissez rien, vous n'avez jamais dirigé de ville, quand vous en avez dirigé dans les années 90, ça avait été une catastrophe », ce qui était d'ailleurs totalement faux, mais passons. D'ailleurs, vos promesses de campagne le montrent, vous dites que vous allez baisser les impôts, c'est impossible, les dotations de l'État sont en baisse, les budgets sont contraints, jamais vous ne pourrez appliquer votre programme. Eh bien, nous avons gagné 10 villes,
Et dans les 10 villes dirigées par le Front National, de Fréjus à Villers-Cotterêts, en passant par Mantes-la-Ville ou Hayange, eh bien, les promesses de campagne ont été tenues. Partout, nous avons baissé les impôts, alors qu'on nous disait que c'était impossible. Partout, nous avons amélioré la sécurité, alors qu'on nous disait que ce n'était pas une compétence de la mairie. Partout, on a fait la chasse au gaspillage, aux dépenses inutiles, pour que chaque euro d'argent public soit utilisé au service du bien commun, au service de l'intérêt général. Et c'est la différence fondamentale qu'il y a entre le Front National et nos adversaires. Le soir de leur élection, nos 10 maires, eh bien, ils ont bu un coup de champagne, bien sûr, et puis après, ils se sont dit, bon ben voilà, on a gagné, les électeurs nous ont placé leur confiance, eh bien, on ne doit pas les décevoir, et la question, donc, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'utile pour notre ville, pour notre collectivité, pour nos concitoyens pendant 6 ans. Alors que les maires UMPS, le soir de leur élection, où ils boivent aussi un coup de champagne, et puis après, ils se disent, bah, qu'est-ce qu'on va faire pendant 6 ans pour être réélus? Et c'est toute la différence entre nous. Et là, ça touche pas seulement à des différences d'idées, ça touche à des questions de philosophie politique. Eux, parce qu'ils raisonnent comme ça, eh bien, pendant 6 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont s'attacher à choyer telle ou telle petite catégorie, à chouchouter telle ou telle petite association. Ils vont faire du copinage, du clientélisme, du communautarisme, pour que quelques segments de l'électorat ne leur échappent pas et qu'ils aient un intérêt, finalement, à revoter toujours pour les mêmes. Et c'est là où on touche une différence fondamentale entre deux façons de concevoir l'action politique. Pour nous, l'action politique, ça consiste à servir les Français, à servir notre pays et à servir notre peuple. Pour eux, ça consiste d'abord, malheureusement, à se servir. Et ces municipales, elles sont aujourd'hui, ces municipalités dirigées par le Front National, elles sont notre démonstration concrète, tangible, que le Front National, il est arrivé à maturité, il est capable d'exercer des responsabilités. Et ça se passe bien, la preuve, aux élections qui ont suivi, eh bien, dans les villes dirigées par le Front National, nous avons enregistré des résultats remarquables, franchissant largement la barre des 50 et parfois même des 60% des voix. Et je citerai l'exemple du Pontet, où notre ami Joris Evrard avait gagné la mairie en 2014, en triangulaire, avec environ 45% des voit. Et puis l'élection a été annulée parce que sa victoire avait été acquise à quelques voix de différence. L'élection, mais il n'y avait pas de reproche qui lui avait été fait, mais l'élection avait été annulée. Et lors de l'élection municipale partielle, il a été triomphalement élu au premier tour avec 60% des suffrages. Voilà. C'est bien la preuve que quand les Français essayent le Front National, et bien ensuite ils l'adoptent. Alors mes chers amis, après ces municipales, on a eu les départementales, et là vous vous en souvenez sans doute, on a été très exigeants. Nous sortions des européennes qui ont suivi les municipales, qui ont consacré le Front National comme premier parti de France, et aux départementales, il s'agissait de montrer que partout nous étions implantés, et la nécessité c'était que tous les Français, où qu'ils habitent, aient la possibilité de glisser un bulletin de vote bleu marine dans l'urne. Et ici en Creuse, comme partout ailleurs, comme dans le Corrèze, comme en Haute-Vienne, comme dans l'Allier, eh bien, nous avons demandé à nos responsables de présenter des candidats dans tous les cantons. Et vous avez ici en Creuse relevé ce défi, 15 cantons, 30 titulaires, 30 suppléants, c'est-à-dire 60 candidats du Front National à aligner sur l'ensemble du département. Et ce défi, vous l'avez magnifiquement relevé. Vous avez réussi, comme l'immense majorité des départements, mais ici c'est plus difficile qu'ailleurs, nous en sommes, nous, bien conscients. Vous avez réussi cet exploit, faire en sorte que tous les habitants de la Creuse eh bien, aient la possibilité de voter Front National, et il faut bien dire que beaucoup ne s'en sont pas privés, puisque nous avons obtenu à cette occasion un nouveau succès, 18% des voix à l'échelle du département. Certains de nos amis se sont qualifiés pour le second tour, ce qui était une première ici en Creuse. Et au dernier régional, eh bien, nous avons transformé l'essai en quelque sorte, 23% des voix pour la liste conduite par Jacques Colombier, ici dans le département de la Creuse. C'était aussi la démonstration spectaculaire que, voilà, lorsque nous faisons le travail, lorsque nous sommes sur le terrain, lorsque nous mobilisons des candidats, des suppléants, des mandataires financiers, ce qui est très lourd, hein, j'en suis bien conscient, très, très harassant, eh bien, les Français se rendent compte aussi que le Front National se donne les moyens de les défendre, et ils sont d'autant plus nombreux à se tourner vers nous. Voilà, mes chers amis, si je vous rappelle ces quelques élections qui viennent de s'écouler, c'est pas simplement pour qu'on se gargarise ensemble de ces succès, qui sont pourtant de vrais succès. Nos adversaires essayent de les relativiser, pardon. Ils essaient de se convaincre qu'il y aura un plafond de verre. Vous savez, vous avez entendu cette théorie un peu fumeuse,
puis on s'aperçoit que finalement le plafond il remonte à chaque fois. Hein. Donc le plafond il est amovible. 24% aux européennes, 26% aux départementales, là je parle des résultats au niveau national, 28% au régional. Marine Le Pen aujourd'hui qui est donnée à 30% des intentions de vote à la présidentielle. On voit bien que chaque jour qui passe, eh bien, notre mouvement attire de plus en plus de Français issus de la droite, déçus de la droite, issus de la gauche, déçus de la gauche, qui désormais se tournent vers nous, justement parce que, fidèles à nos valeurs, nous n'enfermons pas les Français dans les petites cases. Nous ne leur demandons pas d'où ils viennent. Certains viennent de la droite, d'autres viennent de la gauche, peu importe. Pourvu qu'ils soient des patriotes français, pourvu qu'ils aiment passionnément la France, ils ont leur place parmi nous, parmi nos électeurs, parmi nos adhérents. Et le combat que nous menons, c'est un combat pour la survie même de notre pays, et nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. Alors mes chers amis, nous sommes aujourd'hui à quelques jours après ce qui apparaît malgré tout comme une victoire de notre camp, avec ce Brexit qui traumatise, comme vous l'avez vu, l'oligarchie européenne, qui traumatise les élites autoproclamées. Ils ne l'avaient pas vu venir, ils n'avaient pas vu que le peuple britannique, voulant exercer toute sa liberté, allait sortir de ce carcan insupportable qui est devenu l'Union européenne. Et évidemment, sur la scène française, nous sommes les bénéficiaires principaux de ce beau résultat parce que nous étions les seuls à dire que les Anglais avaient raison, qu'ils avaient raison de retrouver leur liberté et qu'ils pouvaient être les initiateurs d'une Europe construite différemment. Non pas que nous soyons anti-européens, nous savons qu'il y a une communauté de civilisation européenne. Nous avons en commun avec les autres nations d'Europe une histoire, des racines qui sont puisées dans la Grèce et la Rome antique, puis dans le christianisme. Mais nous savons aussi que les peuples d'Europe ont besoin de liberté et qu'ils ont parfois des intérêts convergents et qu'ils ont parfois aussi des sujets, des domaines où ils sont plutôt en compétition. Et finalement, c'est quelque chose d'assez sain. Et c'est pour ça que nous voulons une Europe construite sur des coopérations entre les nations. Des nations qui doivent garder leur souveraineté, des peuples qui doivent garder leur liberté, c'est-à-dire exactement le contraire de l'entreprise de l'Union européenne qui a consisté à tout unifier, à organiser le fédéralisme européen entre les mains de technocrates sans légitimité, non élus, qui veulent aujourd'hui imposer en toutes circonstances leurs décisions au peuple. Et quand le peuple dit non par référendum, comme ça a été le cas en 2005, eh bien on repasse les plats. 3 ans plus tard, ça a été le scandale de la présidence Sarkozy, le même texte à l'identique dont on a simplement changé le titre et qui a été adopté par les députés et les sénateurs dont on a vu à cette occasion qu'il ne représentait évidemment en rien l'opinion du peuple français. Eh bien, les Britanniques, sollicités par référendum sur l'Union européenne, ont clairement été à l'avant-garde en disant nous ne voulons plus de ce système de l'Union européenne qui n'est pas bon. Ils avaient toujours été prudents, il faut bien le dire, hein, ils n'étaient pas dans Schengen, c'est-à-dire la libre circulation des personnes, ils n'étaient pas dans l'euro, cette euro-monnaie unique dont on voit bien qu'il dessert notre économie. Et aujourd'hui, eh bien, à nouveau, ils montrent un peu la voie. Les Anglais, c'est peut-être leur spécificité parce qu'ils ont leur position insulaire les pousse souvent à plus de liberté que les autres sur le continent européen. Eh bien, ils nous ont dit voilà, nous sortons de cette Union européenne et il faut construire l'Europe différemment. Et ils ont évidemment raison. Ils sont des précurseurs. Et là, vous voyez les élites européennes totalement traumatisées par ce qui apparaît comme une déflagration, puisque enfin, eh bien, une grande nation dit que cette Europe, elle ne fonctionne pas et qu'il faut la construire différemment. Et ce que nous disons au Front National avec Marine Le Pen, c'est précisément que cette Union européenne, dont on nous disait, souvenez-vous-en, à l'occasion des différents traités, Maastricht en 92, Schengen en 96, Amsterdam en 97, Lisbonne en 2008, à chaque fois on nous dit, vous allez voir, on sera plus forts tous ensemble, vous allez voir, ça va nous apporter la croissance, ça va nous apporter l'emploi, ça va nous apporter la sécurité. Mais le bilan de l'Union européenne, quel est-il aujourd'hui? C'est le chômage de masse, c'est la casse sociale qui en est la conséquence, c'est l'immigration, submersion, invasion, c'est l'insécurité généralisée et maintenant le terrorisme qui en est la conséquence. Eh bien, cette Union européenne qui ne fonctionne pas, il est temps d'en sortir et il est temps de faire en sorte que, à nouveau, nous disposions des outils de notre souveraineté, parce que la souveraineté est à une nation ce que la liberté, finalement, est à un individu. Et privés de notre souveraineté dans tout un tas de secteurs fondamentaux, eh bien, nous ne sommes plus en situation de maîtriser notre destin. Et le projet du Front National, il consiste simplement à restaurer la France dans sa souveraineté territoriale d'abord, qu'elle ait à nouveau la maîtrise des frontières. Ça consiste simplement à savoir qui entre et qui n'entre pas sur le territoire national.
Et il ne s'agit pas, comme le disent bêtement certains, d'un repli sur soi. La France, quand elle avait la maîtrise de ses frontières, ça ne l'empêchait pas de rayonner à travers le monde, beaucoup plus d'ailleurs qu'aujourd'hui. Ça consiste aussi à retrouver notre souveraineté législative, puisqu'aujourd'hui, l'essentiel de nos lois qui sont adoptées à l'Assemblée nationale sont la simple transposition de directives européennes ou de recommandations de l'Union européenne qui sont souvent très coercitives. Le dernier exemple en date, vous le savez, c'est la loi El Khomri. Cette loi qui fragilise les salariés dans un contexte de chômage de masse, qui ne règle aucun des problèmes des petites et moyennes entreprises qui ont besoin pour être compétitives d'un allègement des charges, d'un allègement de la fiscalité, d'une diminution de leurs contraintes administratives. Cette loi El Khomri, elle est imposée par Bruxelles et Jean-Claude Juncker l'a dit très clairement, un jour où il n'était pas ivre, ce qui est devenu relativement rare d'ailleurs, eh bien il l'a dit très clairement, c'est le minimum que la France doit faire. Voilà, M. Juncker, dont le palmarès principal est d'avoir été le Premier ministre d'un paradis fiscal, eh bien il donne des leçons au peuple de France en disant vous devez adopter cette loi qui est évidemment contraire à tous nos intérêts, les intérêts des salariés, les intérêts des patrons, des TPE-PME qui représentent 98% du tissu économique français. Voilà, vous devez adopter cette loi alors que les Français n'en veulent pas. Et le gouvernement, docilement, veut imposer cette loi dont plus personne ne veut, ni les Français, ni même la majorité parlementaire, à tel point qu'ils sont obligés de passer par l'artifice du 49.3, c'est-à-dire une procédure forcée. Eh bien, en imposant comme ça leurs contraintes, leurs directives qui se transposent dans la loi française, eh bien, ils ont dépouillé la France de sa souveraineté législative. Et puis nous devons aussi retrouver notre souveraineté, bien sûr, en matière économique. Aujourd'hui, l'Union européenne nous interdit de faire du patriotisme économique, ce qui est le minimum. C'est-à-dire que dans la commande publique, eh bien, les entreprises françaises soient prioritaires. C'est quand même le minimum. Eh bien, ça, aujourd'hui, c'est interdit au nom d'un des grands dogmes de l'Union européenne, la fameuse concurrence libre et non faussée. C'est-à-dire, en fait, la mise en œuvre de la concurrence déloyale. N'importe quel pays qui produit à bas coût peut venir nous concurrencer sur notre marché intérieur. Et puis, l'Union européenne, elle nous empêche, au nom d'un autre grand dogme, la libre circulation des capitaux et des biens, elle nous empêche de faire du protectionnisme. C'est-à-dire d'éviter ce qu'on appelle le dumping social, le dumping environnemental, éviter finalement que nous soyons en concurrence sauvage avec des pays à très bas coût de main-d'œuvre, contre lesquels, évidemment, nos entreprises, nos industries sont incapables de lutter. Et on nous dit, ah mais non, le protectionnisme c'est ringard, c'est terminé, on doit être un espace ouvert. Et on est les seuls imbéciles sur la planète à être un espace ouvert. Parce que tous les pays du monde font du protectionnisme. L'Inde, la Chine, les États-Unis, le Japon, ils protègent leur économie, ils utilisent les frontières pour mettre des barrières douanières, des quotas, des contingentements en fonction de leurs intérêts, et ils ont bien raison. Les seuls qui n'ont pas le droit de le faire, ce sont les Européens, entre les mains d'une Commission européenne qui conçoit l'espace économique européen en réalité comme un terrain de jeu entre les mains de la grande finance, où les individus sont, dans le meilleur des cas, des acteurs économiques, s'ils se débrouillent bien, et dans le pire des cas, des produits économiques, c'est-à-dire une conception matérialiste, consumériste de ce que doit être l'action publique. Eh bien, cet échec total de l'Union européenne, qui nous prive de notre liberté, de notre souveraineté économique, ça a évidemment aussi une traduction en matière monétaire, on en a beaucoup parlé. Le projet du Front National, c'est de retrouver aussi notre souveraineté dans ce domaine, bien sûr. Alors c'est vrai que c'est un sujet où il faut donner des explications qui parfois inquiètent un peu les gens parce qu'on leur a dit c'est irréversible, on ne peut pas en sortir. On s'aperçoit quand même que les pays qui ne sont pas dans l'euro, eh bien ils s'en sortent plutôt mieux. La Norvège, la Suisse, la Grande-Bretagne, c'est des pays qui ne sont pas dans une situation difficile parce qu'ils ne sont pas dans l'euro, c'est exactement le contraire. Ils ont une croissance supérieure à la nôtre et ils ont un PIB par habitant supérieur au nôtre. Donc il faut arrêter de dire des bêtises. En réalité, on a une monnaie unique européenne qui est trop fortement évaluée, ce qui crée un déséquilibre très fort de notre balance commerciale, et évidemment elle ne bénéficie dans la zone euro qu'à un seul pays, l'Allemagne, pour lequel elle a été taillée sur mesure. Et à l'occasion du Brexit, vous avez vu que nous avons été avec Marine, Florian Philippot, Marion Maréchal Le Pen, sur les plateaux de télévision, où on nous disait, regardez, voilà le résultat du Brexit, les marchés financiers sont en train de s'effondrer, la livre est en train de baisser, et par ricochet, l'euro va baisser. Ah! Alors d'abord, quand on regarde de près, on s'aperçoit que les marchés financiers, ils ont mieux résisté à Londres que sur les autres places européennes, c'est-à-dire à Paris, à Madrid ou à Milan.
Donc on voit bien finalement que la défiance des marchés financiers, elle est davantage à l'égard de l'Union européenne qu'à l'égard de la Grande-Bretagne qui retrouve sa liberté. Ensuite, on s'aperçoit comme toujours qu'il y a une grande volatilité dans les marchés financiers et finalement dans les jours qui viennent, et dès hier et aujourd'hui, eh bien, il y a eu un rebond et une stabilisation des mouvements un peu brusques qui avaient pu avoir lieu vendredi. Et puis on s'aperçoit aussi que cette petite baisse de la livre, eh bien elle va profiter aux Anglais. Parce que précisément, avoir une monnaie qui se déprécie légèrement, ça permet de renforcer, d'augmenter ses exportations et de relancer son économie. Et si par ricochet l'euro diminue un peu, eh bien nous en serions aussi les bénéficiaires parce qu'on garde une balance commerciale déficitaire de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Bien, bref, on voit bien que nos adversaires veulent nous restreindre notre liberté. Ils phagocytent cette Union européenne, mais aujourd'hui, évidemment, dans tous les domaines, elle dessert nos intérêts. Alors on sait que le Parti socialiste qui est au pouvoir continuera jusqu'au bout à appliquer la consigne, ne pas sortir évidemment de l'Union européenne, ne pas organiser de référendum comme Marine Le Pen l'a suggéré, puisqu'après tout, le référendum, c'est la démocratie dans son application la plus pure, la plus stricte, que le peuple, sur un grand projet, sur un grand sujet, puisse donner son avis. Voilà. Et quand on voit nos adversaires qui nous disent « mais ça ne sert à rien de faire un référendum puisque les sondages montrent que les Français sont contre le Frexit ». Eh bien, mais alors, s'ils n'ont pas peur que les Français sortent de l'Union européenne, eh bien qu'ils les consultent. Ce sera la preuve éclatante qu'ils ont raison. En réalité, ils ont peur parce qu'ils savent que la dernière fois que les Français ont été consultés, ils ont voté contre l'Union européenne, qu'aujourd'hui, il y a 55% des Français qui disent qu'ils veulent un référendum. S'ils veulent un référendum, c'est sans doute qu'ils ont des choses à dire et qu'ils ne voient pas très positivement la construction européenne telle qu'elle s'est faite. Et qu'enfin, bien sûr, une campagne sur le Frexit, ce serait l'occasion pour nous de développer un certain nombre d'arguments, comme l'ont fait d'ailleurs les leaders du Leave, du Frexit en Grande-Bretagne, que ce soit Boris Johnson ou Nigel Farage, qui ont justement mis les grands sujets au cœur de la campagne, en parlant notamment de la question migratoire, qui est évidemment une question fondamentale. Parce que cette Union européenne, elle nous, en dehors de la libre circulation des biens et des capitaux qui fragilise notre économie, elle organise aussi la libre circulation des personnes, c'est-à-dire l'immigration totalement incontrôlée. Et quand ils prétendent vouloir maîtriser les frontières extérieures, on sait que c'est faux, puisque les frontières sud de l'Europe sont des passoires, que tout le monde peut entrer et qu'ils les encouragent même à venir, puisque Mme Merkel avait dit « venez en Allemagne », elle voyait là l'occasion de faire entrer des esclaves, ou en tout cas une manœuvre à très bas coût. Et M. Juncker, là encore, il était peut-être déjà ivre, parce que c'était à 11h du matin, mais il a dit qu'il fallait prévoir 3 millions d'entrées d'immigrés en Europe à échéance de 2017. Et puis après, ils nous disent « mais vous inquiétez pas, on va organiser ça bien, on va faire la politique de relocalisation ». Alors la politique de relocalisation, ça consiste à les disséminer un peu partout pour que ça passe le plus inaperçu possible. Ça coûte aux contribuables, ça plombe les comptes publics, ça plombe les comptes sociaux, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Et puis ils nous disent, regardez par exemple, vous la France, vous allez avoir pas grand-chose, 12 000 par an pendant 2 ans, c'est très supportable, n'est-ce pas? Et puis après il nous dit, d'ailleurs la France participe à hauteur de 20%. Ah oui, 20% de 3 millions, pour vous ça fait 12 000? Ah non, là, quand on calcule bien, ça fait 600 000. Et le problème, c'est que ces 600 000 migrants qui vont nous imposer à échéance de 2017, c'est l'année prochaine, ils s'ajoutent déjà aux 200 000 entrées légales par an et aux dizaines de milliers de clandestins. Tout ça alors même que nous avons 6 millions de chômeurs sur notre sol, 9 millions de pauvres et 3 500 000 mal logés. Et on voit bien qu'à cette occasion, ils essayent, là encore dans la démarche de l'espace ouvert, la suppression des frontières, l'Europe qui n'est pour eux qu'une étape vers le nouvel ordre mondial, eh bien ils essaient d'organiser la submersion totale de notre pays, et en faisant ça, ils organisent la préférence étrangère sur notre sol, parce que c'est ça la vérité. On voit qu'ils veulent réquisitionner par dizaines de milliers des logements pour ces clandestins qui arrivent, dont on sait très bien qu'ils ne fuient pas la guerre pour l'essentiel d'entre eux, mais ils fuient simplement des situations économiques ou sociales difficiles. On les accueille. Madame Hidalgo, le maire de Paris, organise un grand camp humanitaire pour accueillir les clandestins, ce qui est absolument surréaliste quand on voit qu'il y a à Paris 2 fois plus de SDF qu'il y a 10 ans, qu'il y a des milliers de personnes qui dorment dans la rue. Eh bien on voit bien qu'aujourd'hui ils se préoccupent davantage de l'étranger, même clandestin, que du français. Et ce qui est vrai en matière d'immigration clandestine, avec par exemple l'aide médicale d'État, qui consiste en fait à les soigner gratuitement, au moment où chaque mois des médicaments sont déremboursés, au moment où les coûts des mutuelles complémentaires explosent, et où bref,
les Français ne peuvent plus se soigner convenablement bien souvent, eh bien on va soigner gratuitement les clandestins. Ça coûte déjà 1 milliard d'euros par an, ces dispositifs. Autre exemple de cette préférence étrangère qui est en vigueur et qui est un véritable scandale, l'allocation de solidarité pour les personnes âgées. C'est un système qui permet à n'importe quel étranger de plus de 65 ans qui n'a jamais cotisé, jamais travaillé en France, d'avoir la retraite à taux plein de la sécurité sociale, c'est-à-dire à peu près 800 euros par mois. Alors que dans le même temps, partout nous avons des millions de nos anciens qui sont retraités agricoles, retraités commerçants, qui ont des retraites de 350 ou 400 euros par mois. On voit bien que la préférence étrangère, non seulement c'est une crainte légitime, mais c'est déjà une réalité sur notre sol. Et bien nous entendons lui substituer la priorité nationale, faire en sorte que les Français soient prioritaires pour l'emploi, pour le logement et pour les aides sociales. Chers amis, cette situation économique dramatique, elle s'accompagne depuis maintenant plus d'1 an des conséquences de l'immigration massive, qui n'est pas seulement l'insécurité massive, partout en France, y compris dans nos campagnes, qui ont longtemps été épargnées, qui aujourd'hui sont très durement touchées, notamment par les cambriolages, d'autant plus que les postes de gendarmerie disparaissent de nos campagnes. Mais c'est maintenant le terrorisme qui est sur notre sol et qui nous frappe régulièrement. Et le gouvernement, chose incroyable, nous explique chaque jour qu'il faut vivre avec. Hein. Voilà, il faut s'y faire. Manuel Valls, très sérieusement, nous dit qu'il faut que les Français apprennent à vivre avec le terrorisme. Il nous dit aussi qu'il y aura, dans les prochaines semaines, d'autres attentats. On se demande à quoi il sert quand même. Il est Premier ministre de la France, il a tous les outils, tous les leviers de pouvoir, et il fait un commentaire comme s'il était journaliste, fataliste, devant la situation. Eh bien, s'il n'est pas capable d'exercer ses prérogatives, ses responsabilités, eh bien, il faut qu'il démissionne, et nous, on se chargera de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la sécurité en France, parce que la vérité, c'est que c'est parfaitement possible. C'est parfaitement possible de prendre les mesures fortes, nécessaires pour que les terroristes ne puissent plus agir impunément sur notre sol. La vérité, c'est que il aurait fallu, dès les attentats de Charlie Hebdo, et même bien avant, faire la chasse impitoyable à l'islamisme radical, fermer les mosquées salafistes, il y en a 90 en France, expulser les imams radicaux, ils prêchent librement dans ces mosquées, déchoir de la nationalité française tous les binationaux qui participent de ces filières djihadistes ou islamistes. C'était d'ailleurs la seule annonce un peu emblématique que François Hollande avait fait après les attentats du Bataclan. Et on voit que même ça, il y a renoncé alors que 90% des Français étaient pour. Eh bien, ce qui était la démonstration éclatante de son impuissance, de son incapacité totale à prendre des mesures même purement symboliques. Eh bien, et puis il faut évidemment maîtriser nos frontières parce que c'est pas le tout. Non seulement ils n'expulsent pas le clandestin, ils n'expulsent pas le criminel binational ou terroriste, mais ensuite ils peuvent revenir très librement, très facilement. Et on l'a vu d'ailleurs, ceux qui ont commis les attentats de Paris en novembre, eh bien, ils étaient passés par les filières classiques de l'immigration clandestine, ils sont arrivés en Grèce, ils sont arrivés jusqu'en France, là ils ont organisé leur petite logistique et ils ont tué des centaines de personnes. Eh bien, il est urgent dans ces conditions de maîtriser nos frontières nationales puisque les frontières extérieures de l'Europe n'existent pas. Et là aussi, je me souviens de la discussion surréaliste que nous avons eue avec Marine Le Pen et Florian Philippot. Nous avons été reçus par Hollande et Valls à l'Élysée 2 jours après les attentats du 13 novembre. Quand on a dit à Hollande, il faut absolument maîtriser nos frontières nationales, au moins pendant une période courte, pour éviter que ces attentats se reproduisent, Hollande, avec un mélange assez déconcertant de candeur et d'impuissance, nous dit: ah bah oui, mais vous comprenez, ça va faire des files d'attente de voitures à la frontière. Voilà celui qui préside la République française, qui est même pas du niveau d'un président de Conseil général. Eh bien, pourtant, alors que fait le gouvernement, me direz-vous? Parce qu'ils essaient de prendre des mesures symboliques. Alors la dernière trouvaille, vous l'avez vu, c'est les stages de déradicalisation. Parce qu'à défaut, ils n'ont toujours pas compris, ils disent voilà, on a du terrorisme sur notre sol, on a des djihadistes, eh bien il faut les empêcher de partir et il faut les déradicaliser. Alors on va créer un numéro vert, voilà, c'est la dernière trouvaille, et puis un site internet Stop Djihadisme, en espérant que évidemment ça va dissuader les candidats au djihad. D'abord, il s'est trompé, il ne s'agit pas de les empêcher de partir, hein, il s'agit surtout de les empêcher de revenir. Ça, c'est la première chose. Ensuite,
vous imaginez la scène, en quoi consistent ces stages de déradicalisation, qui sont aux frais du contribuable, hein. Eh bien alors, ça consiste, vous avez des gens qui viennent de Syrie ou d'Irak, qui ont violé, décapité, assassiné, torturé, ils arrivent en France, parce qu'il faut bien toucher quelques aides sociales, hein. Et puis là, on les attrape, on leur dit, ah ben non, on va vous déradicaliser, donc on les met au fond, dans une salle de classe, au fond à côté du radiateur, ils ont un professeur gauchiste qui va leur donner des cours d'éducation civique, tout ça aux frais d'argent public, et puis à la fin du cours, il y aura un psychologue qui va venir leur parler, tout ça aussi payé par le contribuable. On nage en plein délire. On nage en plein délire, et ce qui est certain, c'est que si ils continuent sur cette voie-là, eh bien en effet, nous aurons d'autres actes terroristes sur notre sol. Et la vérité, c'est que si le Front National avait été au pouvoir, eh bien les Kouachi, Koulibaly et tous ces terroristes, eh bien, parce qu'ils sont tous des multirécidivistes, tous des multicondamnés. Tous, d'ailleurs, ils ont été sanctionnés par la justice, pas du tout à la hauteur des actes qu'ils ont commis. Tous, ils ont bénéficié, d'ailleurs, du laxisme judiciaire, des remises de peine. Et puis, ils sont sortis. Mais si le Front National avait été au pouvoir, eh bien, ils auraient purgé leur peine. Ils auraient été déchus de la nationalité française, expulsés du territoire national et dans l'impossibilité de revenir. Donc, ils n'auraient pas commis ces actes terroristes sur notre sol. Et c'est bien la preuve éclatante que nous avions raison, et que lorsque le Front National, avec beaucoup de lucidité, depuis 40 ans, déjà à ses débuts, en 72, disait la vérité sur l'immigration, vous aviez le troupeau bêlant de ceux qui disaient « Ah mais non, l'immigration c'est formidable, ils viennent reconstruire la France, etc. » Toutes ces billevesées qu'on a entendues, eh bien, le Front National a eu raison, non seulement sur les conséquences économiques et sociales de cette immigration massive, mais également, bien sûr, sur les conséquences dramatiques, identitaires et sécuritaires, qui aujourd'hui menace très gravement le peuple français et sa sécurité. Et mes chers amis, si j'ai voulu évoquer avec vous ces grands sujets, ces questions économiques et sociales, ces questions sécuritaires, cette immigration massive, c'est pas pour vous plomber le moral dans cette soirée de convivialité militante, mais pour vous dire que bien sûr, ce qui nous occupe d'abord tous, ce qui fait que nous sommes rassemblés ce soir et que nous sommes engagés ensemble dans le combat politique, c'est que justement nous savons que la France va mal. Nous sommes conscients aussi que si le Front National n'est pas présent pour mener cette bataille-là, pour arracher notre pays au déclin, eh bien personne ne le fera à notre place. Et c'est ce qui fait de notre mission une mission absolument fondamentale qui nous dépasse tous individuellement, qui dépasse les rôles que nous pouvons avoir dans notre organisation. Parce que la mission qui est la nôtre aujourd'hui, c'est celle des hommes et des femmes qui, dans l'histoire de France, ont réussi à un moment critique pour notre pays, eh bien, à l'arracher du chaos. À chaque fois dans notre histoire, ça a été parfois une poignée d'hommes et de femmes. Et de femmes, je pense bien sûr à Jeanne d'Arc, qui à un moment donné, voyant la France affaiblie, voyant la France en passe d'être terrassée, a montré la voie. Eh bien, la mission essentielle qui est la nôtre, elle est là. Montrer la voie aux Français, leur montrer qu'il y a un espoir, leur montrer que, bien sûr, ils souffrent aujourd'hui, mais ils souffrent de politiques qui ont été menées délibérément par des gens qui sont animés par une idéologie mondialiste, ultralibérale, qui évidemment se fracasse sur le mur des réalités, est à l'opposé de ce qui serait nécessaire pour notre pays. Mais ça veut dire aussi que le déclin n'est pas inéluctable. C'est parce que ça résulte de choix politiques délibérés et totalement irresponsables. Nous sommes en grande difficulté, il y a un vrai péril, mais en même temps, il s'agit de redresser la barre, il s'agit de prendre les bonnes décisions, et là, notre pays trouvera le chemin du renouveau. Et c'est ce message-là, au-delà des élections successives dans lesquelles nous sommes engagés, qui constituent des étapes importantes pour nous, eh bien c'est ce message-là de fond que nous devons adresser aux Français. Nous sommes, mes chers amis, à la veille de la grande bataille de 2017. Notre objectif, il est ambitieux. Nous voulons porter Marine Le Pen à l'Élysée, lui donner ensuite une majorité bleu-marine à l'Assemblée nationale pour pouvoir inverser le cours des choses, rétablir les Français dans leurs droits fondamentaux, assurer le renouveau, la renaissance de notre pays. C'est ça, c'est pour ça que nous nous battons, c'est pour ça que nous allons nous battre avec énergie, avec vitalité sur le terrain pendant un an. Cette victoire, elle est possible. Elle peut paraître un peu démesurée aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Un an avant la présidentielle, on se dit bien sûr que le Front National n'est pas encore majoritaire dans le pays, c'est vrai. Nous progressons rapidement, ça effraie littéralement nos adversaires, ils sont obligés de se coaliser, on l'a vu entre les deux tours des régionales. Le Parti Socialiste a été obligé de se faire harakiri, de faire exploser la ceinture d'explosifs entre les deux tours pour pouvoir sauver leurs amis des Républicains et empêcher le Front National de gagner. Mais on voit bien que de plus en plus, ils sont acculés, ils sont aux abois, leur incompétence,
leur immobilisme, leur impuissance apparaît au grand jour dans tous les domaines, sur tous les sujets, que ce soit les questions économiques, le chômage, où ils sont tous les mois à regarder l'écran comme des joueurs de PMU en espérant que par hasard la courbe s'inverse. Et la courbe ne s'inverse pas, sauf même quand ils font des tripatouillages statistiques, qui basculent les chômeurs de catégorie A en catégorie D, qui procèdent à des radiations administratives massives. Même ça, ça dure qu'un mois, et le mois suivant, ça continue d'augmenter. Ils sont en échec total, ils essayent malgré tout de se maintenir au pouvoir, de cadenasser le système. Eh bien, notre rôle, c'est de casser ce cadenas, de faire en sorte que les Français puissent à nouveau retrouver la maîtrise de leur destin, c'est-à-dire que nous rétablirons la démocratie, le pouvoir du peuple, par et pour le peuple. Et c'est ça notre projet de 2017. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 28 ou à 30% des voix. Il s'agit de transformer l'essai et de faire en sorte que dans un an, le Front National sera majoritaire. Alors il ne faut pas se laisser impressionner par le discours ambiant. Aujourd'hui, on nous dit, regardez, les jeux sont faits, tout est joué d'avance, c'est Alain Juppé, malgré ses échecs pitoyables dans le passé, quand il était Premier ministre en particulier, qui va être président de la République. Circuler, il n'y a rien à voir, c'est réglé d'avance, il va gagner la primaire face à Sarkozy, et dans la foulée, il gagnera dans tous les cas de figure à la présidentielle. Mais souvenez-vous qu'à la même époque, en 2011, avant la campagne présidentielle de 2012, on nous disait la même chose avec un certain Dominique Strauss-Kahn. On nous disait, ça y est, c'est réglé, c'est lui, à coup sûr, il va être président de la République. Et on a vu quand même que les choses pouvaient se passer un peu différemment. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que Alain Juppé va aller dans un hôtel à New York. Hein. Je vous dis simplement que le jeu politique est ainsi fait, qu'il y a des paramètres qui dépendent de nous, c'est le travail que nous faisons, et puis il y a aussi un certain nombre de paramètres extérieurs qui ne dépendent pas de nous, et qui peut-être nous seront évidemment favorables. La situation du pays qui nous inquiète chaque jour, évidemment, elle va aussi générer une prise de conscience des Français qui seront plus nombreux encore dans un an à nous faire confiance qu'aujourd'hui. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que l'ensemble de la classe politique, la droite comme la gauche, vont offrir un spectacle pitoyable pendant un an. Ils ont déjà commencé, en se querellant, en se bagarrant. Chez les Républicains, ils sont 14 candidats. Bientôt, il y aura plus de monde sur le gazon que sur les gradins. Tellement ils sont nombreux à s'entre-déchirer, non pas pour le combat politique dans le bon sens du terme. S'ils avaient des projets pour la France, des visions différentes, et qu'ils les exposaient, qu'ils les confrontaient, bon, ça participerait légitimement du débat démocratique. Mais là, on voit bien qu'ils n'ont aucune idée. Ils ne sont animés que par l'ambition, des querelles d'ego, l'appétit de revanche s'agissant de Sarkozy, qui apparaît au grand jour. On voit qu'ils sont prêts à raconter n'importe quoi, tout et son contraire, pour peu qu'ils arrivent à leur fin, c'est-à-dire à nouveau avoir le pouvoir et les avantages qui vont avec. Et ce spectacle pitoyable, il va aussi pousser beaucoup d'électeurs, notamment des Républicains, à se tourner vers nous. Et puis du côté du Parti Socialiste, c'est la première fois que cette famille politique-là a la présidence de la République, et malgré tout, ils organisent des primaires. C'est-à-dire qu'Hollande, il a 85% des Français qui ne veulent plus entendre parler de lui. Il n'a même plus de majorité à l'Assemblée nationale, il est obligé de passer en 49.3, et il n'a même plus de parti politique, puisque son parti politique se réunit pour organiser des primaires, et dans son propre gouvernement, il y a des gens comme Macron qui sont déjà en train de tirer la couverture à eux, ou de tirer l'échelle, on ne sait pas, pour développer leurs propres ambitions contre le président sortant. Donc ce spectacle pitoyable d'une droite et d'une gauche totalement éclatées, qui ont échoué et qui sont divisées, eh bien, il va contraster singulièrement avec un Front National qui est d'ores et déjà uni, rassemblé, mobilisé derrière sa candidate Marine Le Pen, avec un objectif, c'est de gagner en 2010, si possible dès 2017, parce que la situation du pays l'exige. Voilà, mes chers amis, ce que je souhaitais vous dire ce soir. Il faut garder espoir, il faut avoir l'espoir communicatif, dire aux Français que bien sûr ils souffrent, bien sûr on est conscient de leur souffrance, mais qu'il y a des solutions, et que surtout, notre adversaire, vous le savez, c'est l'abstention. Il faut aller chercher chez ces millions de Français qui ont déjà fait le premier pas, ont été déjà un peu tournés vers nous en rejetant les partis du système. Eh bien, il faut qu'ils fassent le deuxième pas, c'est-à-dire ne pas laisser les autres décider à leur place et se tourner vers le Front National. Si nous parvenons à mobiliser, et ils sont nombreux, les déçus de la droite et de la gauche, ou une partie d'entre eux, que nous parvenons à mobiliser une partie de ces abstentionnistes qui sont légitimement écœurés par le système politique, alors la victoire sera possible en 2017 avec Marine Le Pen à l'Élysée.
Alors merci beaucoup Nicolas pour ce brillant exposé et sur les perspectives d'avenir. 2017 sera effectivement décisif, je pense, une année décisive pour le Front National et pour la France tout court. Et l'idéal, ça serait que Marine Le Pen soit élue au premier tour, comme ça il y aurait les magouilles au deuxième tour, ça ne pourrait pas avoir lieu. On ne sait jamais. Tout à l'heure, on va passer au buffet, on aura pas mal de choses à grignoter. Il y aura du kir, du vin rouge, des jus de fruits, du cidre, chacun son goût. Je vais faire quelques petites annonces auparavant. D'abord, je m'excuse, je n'ai pas présenté nos amis de la Haute-Vienne. Albin Fréchet. Hein, pas besoin de se lever, il est déjà levé, il est déjà là. Des jeunes de Haute-Vienne qui sont venus nous retrouver. Je vais vous signaler qu'on a commencé aujourd'hui à vendre des petits objets significatifs du Front National, des petites épinglettes, on appelle pins en anglais, des petits drapeaux, des flammes, il n'y en a plus pour l'instant, il y a des France, des Jeanne d'Arc, ils sont à votre disposition ici. On a fait des bouteilles de vin personnalisées aussi au Front National de la Creuse, à l'effigie de Marine Le Pen. Il y a des affiches, des tracts, et j'ai amené de la poudre blanche dans des bocaux, mais c'est de la colle. Hein. Pour coller les affiches, chacun peut prendre un petit bocal, hein. C'est marqué, j'ai marqué 6 litres ou 8 litres à diluer, c'est comme c'est du papier peint tout simplement. Chacun peut en prendre pour coller des affiches une fois de temps en temps dans son quartier, dans son village. Pas besoin de faire ça souvent, mais ça fait voir, comme disait Nicolas tout à l'heure, qu'on est présent. Il y a des tracts, vous demanderez soit moi-même, soit à Rosie de vous donner ça. La permanence, pour qu'elle prospère aussi, il faut que les adhésions rentrent, donc il faut que chacun surveille un petit peu la date de péremption de sa carte d'adhésion pour pouvoir renouveler son adhésion à temps et adhérer si ce n'est pas déjà fait, puisque évidemment c'est l'argent des adhésions qui permettent de financer la permanence en plus des subventions du siège. C'est indispensable. Je vais parler, nos amis de l'Indre organisent après-demain une soirée cabaret avec Marion Maréchal Le Pen. Donc certains ont été au courant par l'intermédiaire d'Internet, d'autres pas. Donc je pense qu'il reste quelques places. Donc si certaines personnes veulent s'inscrire, levez-vous auprès des... c'est surtout notre trésorière. La trésorière, Catherine, lève-toi. Que les gens te voient bien, s'il y a des gens qui veulent réserver pour aller voir Marion au cabaret à... Cabaret ou au Scarabée. Scarabée. Voilà. Au niveau du conseil régional, donc le groupe Front National est le deuxième groupe de la région, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, hein, avec 29 élus. Premier groupe d'opposition. Premier groupe d'opposition, deuxième groupe par la taille, et devant l'UMP. Voilà. Parlant de l'UMP et des Républicains, je vous signale qu'ils n'ont pas de permanence en Creuse. On est le deuxième parti après le Parti Socialiste à avoir une permanence. Ils font plus de sous. Voilà, et ça... Oui, mais c'est peut-être en attendant la fusion du Parti Socialiste et des Républicains. Oui, voilà, ils font des économies. À Montluçon, ils ont bien fait. Ils ont mis le local dans une ancienne charcuterie. Vous voyez, il y a des lieux comme ça où on fait toujours l'andouille. Voilà, donc je vais vous demander de vous lever pour chanter notre hymne national. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugissent ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Vive la Fédération de la Creuse, vive le Front National et vive la France!
Et malheureusement, dans ces paroles, égorger nos fils et nos compagnes, ça se précise. Voilà. Ça va venir. Oui, ça par contre, ça va pas du tout.